Ça fait micro en plus? Ouais. Bon, donc dans ma grande précipitation tout à l'heure pour préparer mon support, j'ai pas laissé de titre. On s'en passera. On attend encore du monde, non? Bon. Donc on va se lancer. Donc ce dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est une conférence qui est intitulée Internet, démocratie, danger. Elle est beaucoup moins pessimiste que le titre ne fait croire. Quand on le lit comme ça, on est très alarmé, etc. En fait, non, c'est plutôt optimiste ce que je viens vous raconter. D'abord parce que je suis plutôt optimiste de nature. Et donc je me suis pas emmerdé pour le plan, j'ai fait 3 parties. Il y a Internet, il y a démocratie, puis il y a danger. Hein, ça évite de réfléchir trop. Et donc je vous laisse deviner dans quel ordre on va les lire. Bien. L'objectif de ce bout-là, c'est d'essayer de faire en à peu près 5 minutes ce que j'ai fait en 4h30 à Sciences Po, à savoir qu'est-ce qu'Internet. Alors vu les têtes que je connais déjà dans la salle, je pense que vous êtes au moins 80% à avoir déjà la réponse en tête. Mais bon, pour les gens qui n'auraient pas encore la réponse connue bien par cœur, bien, une façon formelle de le dire est de dire que tout réseau qui est symétrique par nature et à commutation de paquets est par nature équivalent à Internet. Ça va aider à peu près personne, hormis quelques informaticiens brillants. En bon français, comprendre Internet, c'est comprendre ces 2 éléments essentiels-là. Internet est par nature symétrique, c'est-à-dire que tout point du réseau émet ou reçoit indistinctement. Si je veux comparer ça à des choses que vous pouvez connaître, le réseau téléphonique entre vous et n'importe qui d'autre est par nature symétrique. C'est-à-dire que votre téléphone peut appeler et être appelé indistinctement. Le réseau téléphonique en lui, dans sa structure, n'est pas symétrique. Mais c'est une petite idée de ce qu'est la symétrie. Votre ordinateur, quand il est connecté à Internet, il peut consulter les contenus. Ça, vous en avez l'habitude. C'est bêtement, vous faites une recherche sur Google, vous lisez votre mail, etc. Où il peut proposer des contenus. Tout ordinateur connecté à Internet dispose d'un accès qui, par nature, permet les mêmes choses que ce que permettent tous les autres accès. L'accès à Internet des serveurs de Google n'est pas structurellement différent de celui que vous avez. Il est plus gros, il coûte plus cher, il est en plus d'endroits, il faut des armées d'ingénieurs pour l'entretenir tellement le machin est énorme, mais par nature, il n'est pas plus gros. Il n'est pas différent, il n'a pas de propriétés magiquement différentes. Non, il n'a pas de carte de VIP. Le deuxième élément, c'est que c'est un réseau à commutation de paquets, ce qui était quelque chose de très innovant quand Internet est apparu à la fin des années 60, qui est quelque chose de considéré comme totalement banal aujourd'hui. Alors pour comprendre la différence, il faut regarder les 2 types de réseaux classiques que tout le monde manipulait et auxquels vous êtes habitués. Oui, j'ai senti, il y a un traître qui met des câbles par terre pour me faire tomber. Les 2 réseaux classiques sont les réseaux à commutation de circuit et les réseaux de broadcast. Le réseau à commutation de circuit, c'est typiquement ce que vous faites quand vous utilisez le téléphone. Quand vous prenez votre téléphone, votre bon téléphone moderne en bakélite gris avec un cadran qui tourne et que vous appelez le 22 à Asnières, on est super moderne, hein, on ne parle plus à la dame. Le réseau construit un circuit complet entre vous et le 22 à Asnières. C'est-à-dire qu'il prend des petits bouts de tronçons de réseau, il les met bout à bout jusqu'à ce que ça fasse un circuit complet, non ambigu, par lequel chemine la communication. C'est encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, comme ça que fonctionne un réseau téléphonique. C'est-à-dire que quand vous sortez votre téléphone de votre poche et que vous appelez le 22 à Asnières, ça construit un circuit virtuel en réservant des bouts de bande passante sur des tronçons, etc., etc. Et c'est pour ça que pour faire des choses relativement simples, comme avoir 2 interlocuteurs, c'est compliqué. Soit il faut des combinaisons complexes pour suspendre une communication pendant que vous appelez quelqu'un d'autre. C'est typiquement ce qui se passe sur le signal d'appel. Pourquoi c'est compliqué cette affaire-là?
Simplement, parce qu'il faut construire 2 circuits vers le même téléphone, alors que le téléphone, par définition, il est tout seul, donc il y a un des circuits qui se termine en l'air. Ça fait quelque chose qui est assez complexe. Et en tout cas, ça ne permet pas de faire des choses qui, pourtant, pour vous, sont totalement naturelles sur le web, qui sont de consulter plusieurs sites à la fois. Je veux dire, pendant que vous êtes en train de télécharger une vidéo à la con et que ça prend du temps parce que le machin rame, vous pouvez aller lire votre mail. C'est parfaitement évident, tout le monde sait ça. Ça vient du fait que c'est un circuit de commutation de paquets. Si c'était un circuit à commutation, ça c'était un réseau à commutation de circuits comme l'est le réseau téléphonique, ça ne marcherait pas. Pour les plus anciens d'entre nous, je dirais, souvenez-vous du Minitel, vous ne pouviez pas être en même temps sur 3615 ULA et 3615 SNCF. C'était pas possible. Il fallait l'un puis l'autre. Il fallait bien segmenter sa vie. L'autre grand type de réseau, c'est les réseaux de broadcast. C'est typiquement le réseau télé. Qu'il soit en satellite, en hertzien ou en câble. Il y a un point qui émet de la télé, et puis il y a plein de points qui reçoivent de la télé et qui sont priés de rien émettre. Ça, c'est typique des réseaux câblés. Et donc, la grande particularité d'Internet, quand il est apparu, c'est qu'il avait ces 2 propriétés-là. Et il se trouve que ces 2 propriétés-là entraînent un nombre de conséquences assez surprenante. Si on essaye de le décrire, non pas par sa structure physique, mais par la façon dont il fonctionne, c'est un réseau qui est essentiellement passif, qui est acentré, donc local, qui est résistant et qui est simple. C'est tout clair pour tout le monde ou je détaille un petit peu? On détaille un petit peu? Alors, il est essentiellement passif, c'est-à-dire que le réseau en lui-même ne fait rien. Le réseau transporte les données. Alors, je sais bien, ça a l'air d'être une belle lapalissade. C'est pas si évident que ça. Le réseau transporte les données. Il ne transporte pas les données plus vite quand elles sont pressées. Il ne transporte pas les données qui sont bleues et pas les données qui sont vertes. Il transporte les données. Point. Il ne sait pas qui est serveur et qui est client dans l'histoire. Lui, ce qu'il voit passer, c'est des tout petits paquets de données dont il ne sait pas si ces paquets de données, ce sont des questions ou ce sont des réponses. Comme on a vu précédemment que n'importe quel point du réseau pouvait être un client ou un serveur ou les deux à la fois, le réseau qui voit passer un paquet de données, basiquement, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas vraiment d'où ça vient, il sait à peu près où ça va, c'est la seule information qui l'intéresse, et il transporte là-dessus. Il est essentiellement passif. Tout ce qui réfléchit dans le réseau est en périphérie du réseau. Le réseau seul ne sert à rien. C'est un peu comme si vous imaginiez un réseau d'eau où il manque les châteaux d'eau et les robinets. Peu utile. Si vous mettez que des châteaux d'eau, ça ne marche pas bien. Si vous mettez que des robinets, on n'est pas avancé. Donc voilà, ce réseau passif, c'est un réseau qui transporte les données sans comprendre ni d'où elles viennent, ni où elles vont. Acentré, ça c'est une des grandes propriétés d'Internet, il n'a pas de centre. Les gens ont souvent cette image de... Il existe Internet, le grand Internet, on imagine un espèce de tuyau colossal qui traverserait probablement de l'Atlantique et le Pacifique. Ça, ce serait Internet, et dessus viendraient se brancher toutes les boîtes qui font de l'Internet, donc Google, branché aux États-Unis, Orange, branché en France, et puis vous seriez branché sur Orange, qui serait branché sur Internet. C'est l'image que beaucoup de gens ont dans la tête. C'est faux. Ce gros tuyau énorme n'existe pas. Internet, il faut que vous le regardiez comme un patchwork. Ce sont 50 000 réseaux mis côte à côte qui sont interconnectés entre eux. Si les données qui sortent de votre ordinateur parviennent à l'ordinateur de votre correspondant au Japon, ça peut avoir traversé les réseaux de 5, 10, 30 opérateurs différents. En moyenne 5,8, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire que il n'y a pas d'élément central. Si vous prenez votre grand patchwork avec 50 000 pièces, certaines toutes petites, certaines très grandes, et que vous le déchirez en deux, vous obtenez 2 moitiés de patchwork qui sont tout à fait fonctionnelles. Si je reviens sur le réseau de télévision, on a un point du réseau qui émet et qui diffuse sur plein de points qui écoutent. Si je coupe ce réseau en deux, il y a une des moitiés du réseau où il y a la source qui émet, celle-là fonctionne encore, et puis il y a l'autre moitié qui est éteinte. Ok ? Quand vous coupez Internet en deux, vous obtenez 2 moitiés d'Internet parfaitement vivantes et parfaitement fonctionnelles. C'est très bizarre, c'est
curieux conceptuellement. Ça ressemble à certaines variétés de petits vers ou de mollusques, où quand on les coupe en deux, on en a deux. Un petit côté, le ballet dans l'apprenti sorcier, si ça vous rappelle des souvenirs. Donc Internet a vraiment cette propriété que chaque petit bout du réseau est vraiment un bout d'Internet et il n'est que la continuité d'entre eux. Si vous coupez Internet en deux, il y a des réseaux que vous ne verrez plus. C'est-à-dire qu'il y aura bien une moitié du réseau qui contient France.fr et l'autre moitié qui ne le contient pas. À un moment, ça se coupe bien. Mais ces deux moitiés d'Internet fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir les sites qui sont de l'autre côté, on ne peut plus consulter ce qui est de l'autre côté, on ne peut plus envoyer de mails aux gens qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire que basiquement, si ça coupe avec vous d'un côté, votre boîte mail de l'autre, vous allez être embêté. Mais le réseau en lui-même fonctionne. Donc cet aspect parfaitement accentré est donc complètement local. C'est-à-dire que chaque opérateur localement fait fonctionner de l'Internet, un bout d'Internet. Et donc, en comprenant le fonctionnement d'Internet à échelle locale, on comprend son fonctionnement à échelle macroscopique. C'est ça qui le rend résistant. En fait, c'est pour ça qu'on a réussi à le vendre aux militaires. Parce qu'au départ, l'anecdote raconte que Internet a été créé suite à une commande de militaires qui cherchaient à créer un réseau solide qui puisse résister à une guerre nucléaire. Et on leur a vendu un réseau anarchiste qui peut résister à peu près n'importe quelle forme de gouvernement politique. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils l'ont acheté. Mais ceci dit, la question de départ était réglée, hein. C'était bien solide. C'est-à-dire que vous pouvez faire une guerre thermonucléaire globale, il restera un bout d'Internet qui marche s'il y a encore des humains en vie. Et l'autre élément capital à comprendre, c'est que c'est un réseau très simple. C'est-à-dire que c'est une des grandes caractéristiques qu'on a constatées quand Internet est apparu. Tous les gens qui faisaient du réseau avant, que ce soit du réseau téléphonique ou du réseau Minitel ou du réseau télé, etc., c'était des gens qui manipulaient des équipements complexes, très, très, très coûteux, qui étaient compliqués à remplacer, qui étaient compliqués à configurer, qui tombaient en panne assez facilement, du coup, vu cette grande complexité. Alors que les équipements qui faisaient tourner Internet étaient essentiellement idiots. Puisque le réseau est complètement passif et ne fait à peu près rien, il a besoin d'équipements qui font à peu près rien. Ça coûte pas cher à faire. Il faut savoir qu'à puissance équivalente, à quantité de trafic transporté équivalent, un routeur qui transporte du trafic Internet et un routeur qui transporte du trafic téléphonique, il y a un facteur prix qui est de l'ordre de 1000. Donc je veux bien que les marchands d'équipements de téléphonie soient encore plus voleurs que les marchands d'équipements Internet. Enfin, le facteur 1000 sur le prix, il est intéressant. Bien. Ça, c'est le réseau. C'est la partie basse. Celle que, en fait, basiquement, quasiment personne ne regarde jamais. Elle est supposée marcher. Elle est priée de marcher. Au-dessus tournent des services. Alors, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous ne connaissez pas. Il y en a qui sont... Il y a un service clé qui est le DNS, qui lui est très peu centralisé, mais l'est quand même. C'est-à-dire qu'il y a un point central dans le DNS, mais qui est beaucoup moins grave qu'on ne le croit. C'est-à-dire que si vous coupez Internet en deux, comme le point central du DNS, il existe en 120 ou 130 exemplaires sur le réseau, a priori, statistiquement, vous en avez embarqué la moitié. Donc ça continue à marcher. Il y a des services qui sont complètement centralisés. C'est-à-dire que pour le coup, aujourd'hui, si on coupe Internet en deux, soit vous êtes du côté où il y a Facebook, soit vous n'êtes pas du côté où il y a Facebook. C'est point. Lui, il est complètement centralisé. Si le service Facebook était acentré, comme le sont les services mail ou Jabber, en coupant Internet en deux, vous perdriez statistiquement la moitié de vos amis Facebook. Ce qui serait moins grave. Et comme basiquement vos amis sont plutôt dans les mêmes continents et dans les mêmes pays que vous, statistiquement vous perdrez ceux de vos amis qui sont loin, si on coupe Internet en deux, avec un réseau acentré. C'est-à-dire typiquement, si on coupe Internet en deux, vous perdrez certains de vos contacts mail. Vous perdrez certains de vos contacts Jabber. Mais les services que sont MSN et Facebook, il y en a d'autres, je n'ai pas envie de tout citer, il y en a des milliers à chaque fois, sont des exemples types de services centralisés. Bien, ça c'était pour essayer de comprendre ce que produit Internet. Alors ce que c'est, maintenant on va essayer de comprendre ce que ça produit. Ça c'est une approche que j'ai honteusement volée à Laurent Chemla.
qui est d'essayer d'expliquer l'approche de ce qu'est Internet et de ce que ça produit en ayant une approche évolutionniste. Alors c'est compliqué de comprendre l'évolution, mais basiquement, la principale évolution autour de l'espèce humaine qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, c'est le fait qu'on se soit doté d'un organe qu'à peu près aucune autre espèce n'a, qui est une société basée sur la parole et qui évolue. Cet élément-là joue un rôle clé, c'est un des éléments structurants de l'espèce. C'est-à-dire que la plus grande différence entre nous et le bonobo, c'est pas tellement les pratiques sexuelles, c'est surtout l'ensemble de la société. Quand vous changez la façon dont les humains communiquent, vous changez la façon dont la société se structure. Or, changer la façon dont la société se structure, c'est changer la façon dont l'espèce évolue. Le principe darwinien de la survie du plus adapté comme étant un des filtres évolutionnistes, c'est ce qui fait que chez l'huître, quand l'eau de mer change d'un demi-degré de température moyenne, statistiquement, les huîtres qui supportent pas la chaleur vont mourir et donc ne se reproduiront plus, et donc l'espèce huître va lentement changer. Nous, on est capable de survivre à ce type de demande d'adaptation sans passer par une modification de notre ADN. On survit à ce type de modification en changeant nos structures sociales. C'est-à-dire qu'on est capable d'évoluer sur moins que la durée de vie d'un individu. Alors qu'une espèce relativement bateau de mollusques ou d'insectes va plutôt évoluer sur 40 ou 50 générations d'individus. Ok ? Ça, c'est important à comprendre. C'est-à-dire que ça place l'effet de ce qu'est Internet soit comme une cause, soit comme une conséquence. C'est-à-dire que soit on considère que Internet est apparu ex nihilo et fait évoluer la société, soit on considère que la société évolue depuis un certain temps et a rendu Internet nécessaire, c'est-à-dire que basiquement, sans Internet, on était moins adapté à notre propre évolution, et que donc le changement précède. Donc ça, c'est une des difficultés de lecture. Bien. Une fois qu'on a compris le rôle de la communication dans la structure des sociétés humaines et le fait que cette communication définit l'être humain, quasiment, il faut comprendre les effets du réseau. Créant un réseau comme ce qu'est Internet, on change radicalement la façon dont les communications ont lieu. En particulier, si vous mettez ça en parallèle avec les réseaux de communication que vous avez connus précédemment, on change les sources de diffusion, on change les modes de diffusion et on change la vitesse de diffusion. Il y a un moyen simple de s'en convaincre. Combien d'entre vous a déjà publié des écrits dans la presse ? J'en ai un là, on en est à 2, 3, 4, 5... Ok, combien d'entre vous a déjà publié des écrits sur Internet ? Que ce soit dans un commentaire de blog, sur un site web à vous. Je vous parle même pas des mails que vous envoyez, hein, on va dire le truc publié. D'accord, à peu près pas loin des 2/3 ou des 3/4 de la salle. Voilà, on change la façon dont la communication se fait. Non seulement la communication que vous produisez, mais donc par conséquent la communication que vous consommez. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas de la même façon quand on cherche à écrire et quand on ne cherche qu'à lire. Donc ça a des effets. Je ne suis pas assez doué en sociologie pour vous expliquer ce que ça change vraiment dans la trame de la société. Ce dont je suis certain, c'est que ça ne peut pas ne rien changer. Et qu'à l'heure actuelle, il y a suffisamment d'éléments de lecture qui montrent que ça change des choses. On change la diffusion du savoir. La diffusion de la connaissance. Combien d'entre vous a accès à une encyclopédie complète ? Papier. Chez vous. Quelques-uns. Combien d'entre vous peut accéder à Wikipédia ? Voilà. C'est très bateau.
Je prends cet exemple-là parce qu'il est simple, mais on peut en trouver beaucoup d'autres. Telle publication scientifique qui, il y a 15 ans, était faite dans une des obscures revues de l'I3E, qui était donc accessible dans à peu près toutes les bibliothèques de toutes les écoles d'ingénieurs de France, était donc accessible dans à peu près 150 ou 200 points sur le territoire. De nos jours, la même publication est disponible en ligne à peu près le jour de sa sortie. Donc elle est accessible par tout le monde, pas seulement par des élèves ingénieurs. Une des particularités, c'est que Internet forme des gens qui sont capables de résister aux trolls. Mais comme je vais y revenir plus tard, je l'ai barré celui-là, puis j'en parlerai, c'est le transparent d'après. C'est plus long à expliquer. Donc le point clé, c'est qu'Internet change la structure de la société et a des impacts sur la structure de la société. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans d'autres conférences. Le précédent grand changement similaire, c'est l'invention de l'imprimerie, qui changeait la façon dont la connaissance se diffusait, donc la façon dont la communication s'établissait entre les hommes, et donc qui changeait la structure sociale. C'est un des principaux vecteurs du changement entre la structure sociale du Moyen-Âge et la structure sociale de l'époque dite moderne, démocratique, industrielle, on appelle ça comme on veut, mais qu'on maîtrise un peu mieux. Et le lien est relativement direct. Bien, donc on va revenir sur le trollicide. Alors, la question de départ est, dis maman, c'est quoi un internaute ? Et là, il y a vaguement schématisé, à peine caricaturé, les différentes étapes que traverse le bébé internaute de sa naissance à son âge adulte. En fait, au début, la première fois qu'on a acheté Internet, en général, les gens ils pensent pas qu'ils ont acheté un accès à un truc qui est plus grand qu'eux. Hein. Ils ont acheté Internet, ils ont ramené Internet dans un sac à la maison. Les premières activités qu'on trouve sur le réseau, c'est les activités d'acheteurs et de kikoulol. Acheteur, c'est vachement simple, c'est juste que voyage-sncf.com, c'est moins pratique que 3615 SNCF, mais c'est pas facturé à la minute. Donc c'est acheter ses billets de train sur Internet, c'est acheter ses billets d'avion sur Internet, c'est acheter les bouquins qu'on ne pouvait pas acheter au coin de la rue, c'est voilà, ça c'est une des premières activités qui apparaît quand on récupère un accès à Internet et qu'on n'y connaît rien. Le kikoulol, c'est le fait de s'échanger des PowerPoint avec des trucs rigolos et généralement des virus avec, ou d'aller regarder des vidéos de chats qui se cassent la gueule sur YouTube. Il y a une activité relativement transverse qu'on retrouve essentiellement chez les garçons adolescents, qui est le porno. Je dis bien essentiellement, hein, c'est pas du tout exclusif. L'étape d'après, une fois que cet effet-là est passé, il s'arrête jamais vraiment d'ailleurs complètement. Hein. Le côté acheteur continue. Hein. Moi, ça fait 15 ans que je suis sur Internet, je continue à y acheter mes billets de train. Je regarde moins de LOL 4, par contre, j'ai moins le temps. Il y a le côté lecteur qui apparaît. C'est-à-dire que, basiquement, cet ordinateur qui trône au milieu du salon, qui prend de la place et qui sert à rien, on se met à s'en servir pour lire des choses. En règle générale, on commence par lire ce qu'on a déjà l'habitude de lire. C'est-à-dire que j'ai rarement vu les lecteurs habitués du Figaro se mettre à lire l'UMA sous prétexte que c'était en ligne. En tout cas, pas au début. Mais on se met à lire, voilà, je suis un lecteur habitué du Figaro, bah, je vais regarder sur le Figaro.fr, tiens, j'ai le papier un peu avant, ça m'évite de sortir, je peux voir les commentaires que les gens ont mis, je peux éventuellement suivre des liens autour, etc. Je commence à lire, en général en commençant par les sites auxquels on est habitué. Je connais peu de gens qui s'amusent à rentrer dans cette phase-là par le fait de lire les directives ministérielles qui s'appliquent à eux, mais ça peut. J'imagine qu'un chef d'établissement dans l'enseignement pourrait se mettre à lire le bulletin officiel plutôt en ligne que sur papier, par exemple. Assez vite, à force de devenir lecteur, alors cet aspect-là, lecteur, c'est quelque chose qu'on gagne, c'est pas une étape, hein, c'est quelque chose qu'on gagne et qu'on gardera. Je connais pas de gens qui sont sur Internet depuis 15 ans et qui ont arrêté de lire. Ça n'existe pas. Ça évoluera, c'est-à-dire qu'on commence par lire ce dont on a l'habitude, puis après on se rend compte qu'on peut lire d'autres choses. On se rend compte qu'en plus de lire le site de son journal habituel, on peut aller lire
Le site d'un autre journal, ce qui permet de s'ouvrir un peu la tête. C'est en général, ça prend quelques années. On peut aller lire des sources d'informations autres. C'est-à-dire que si vous voulez des informations précises, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui sont informaticiens dans l'âme, si vous voulez des informations précises sur ce que c'est que telle ou telle dernière innovation en technique, je vous déconseille chaudement lefigaro.fr. Vous êtes à peu près sûr d'y trouver rien. Là, c'est autre chose. Je ne me permettrai pas de dire du mal. Mais donc c'est pas le bon canal. Vous pouvez plus essayer les sites plus geeks, genre PC Impact ou ce site de tests divers et variés, ou rentrer dans du vrai site dur avec de la publication scientifique parce que vous voulez comprendre comment s'est fait la structure d'un octocore. Tout ça, voilà, c'est l'étape lecture qui se prolonge. Il vient un moment où on atteint l'étape du râleur, qui est assez longue. C'est-à-dire que c'est le moment où, à force de lire des âneries écrites dans la presse, on se dit ah, c'est trop con. Et en général, on commence par réagir aux âneries que rapporte le journaliste. C'est-à-dire que tel homme politique a dit une bêtise, le journaliste leur copie, on a envie de dire il est con cet homme politique. Et on se met à râler en commentaire. C'est du commentaire d'assez bas niveau. C'est typiquement ce que vous retrouverez dans les commentaires sur Libé, sur Le Figaro, sur Le Monde, sur tous les grands journaux. Pour une raison simple, c'est là que les gens commencent à lire. Donc c'est là qu'ils écrivent leurs premiers commentaires, et leurs premiers commentaires sont statistiquement idiots. C'est des gens qui déversent leur bile, qui expriment leur mécontentement. C'est en général le niveau zéro du débat, le niveau zéro de la réflexion intellectuelle. Mais c'est déjà en soi une innovation. C'est-à-dire que c'est déjà en soi quelque chose de nouveau, qu'on aille déverser sa bile par écrit en public, plutôt que face à son bistrotier habituel devant un petit Ricard. Ça correspond à un changement dans la société. Ça n'empêche pas de le faire avec du Ricard, mais c'est pas au même endroit. Et c'est pas fait de la même manière. Et puis, à force de se montrer râleur, on prend l'habitude de commenter. Puis à force de se montrer lecteur, on prend l'habitude d'aller potentiellement lire ailleurs. Le commentateur moyen, pour pas toujours taper sur les mêmes, on va dire de lemonde.fr, qui vient balancer un troll idiot sur un blog, c'est-à-dire qui vient juste déverser sa bile, que ce soit sur le blog de FDN, imaginez chez Eolas, ou imaginez chez n'importe quel blogueur qui a un peu l'habitude du machin, basiquement le commentateur, il va prendre 2 claques. C'est bien, t'as 0 argument, si t'as que de la merde à dire, va le dire ailleurs. C'est très formateur, ça. C'est-à-dire qu'à force d'être râleur, il va se faire reprendre. En général, pas sur les sites où il n'y a que du râleur. Il se fera plutôt reprendre ailleurs. Et se faisant reprendre, il y a une chance non nulle qu'il finisse par apprendre ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il finisse par apprendre à, non pas râler, mais expliquer pourquoi il n'est pas content avec des arguments. Ce qui complique énormément le jeu, mais ce qui le rend beaucoup plus utile. Ça devient ce qu'on appelle classiquement un commentateur. C'est-à-dire quelqu'un qui lit le papier de blog et qui essaye de dire en quoi il est d'accord, en quoi il n'est pas d'accord. Et en général, le commentaire porte rarement sur le fait rapporté par le journaliste quand vous le trouvez dans la presse. Il va beaucoup plus souvent porter sur le rapport fait par le journaliste des faits réels. C'est-à-dire qu'il va plus souvent porter sur pourquoi l'article est biaisé que sur les faits fondamentaux. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire comme commentaire sur des faits, à part qu'on trouve que c'est chouette et que c'est une réussite ou qu'on aurait aimé que ça n'ait pas lieu. Le métier de commentateur sur Internet, il dure assez longtemps. Et en général, c'est quelque chose qui se développe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris le pas de passer de râleur à commentateur, on se met à écrire des commentaires qui sont de plus en plus longs, qui sont de plus en plus structurés, qui sont de plus en plus argumentés. On apprend des choses assez magiques. On apprend à reconnaître quand on s'est trompé. On apprend à accepter quand quelqu'un a démonté un de nos arguments. Bref, on apprend à débattre en public. Et ça, c'est assez costaud. Et puis, il vient un moment où, quand vous en avez marre 2 fois par semaine de laisser en commentaire de vos blogs habituels des papiers de 600 lignes, vous vous dites, plutôt que d'en faire un commentaire, je vais le publier chez moi. Et ça vous transforme en auteur.
Puis l'étape d'après, c'est quand, à force d'en avoir marre de juste tenir votre petit blog dans votre petit coin, vous devenez animateur d'une communauté, soit en pilotant un blog où il y a 10-15 personnes qui viennent écrire, soit en expliquant aux gens comment eux-mêmes gérer leur blog, et vous finissez par devenir animateur. Il y a peut-être des étapes après, mais moi j'en sais rien. Je me suis à peu près arrêté par là. Les autres, je sais pas bien ce qu'il y a après. Après, je suis pas sûr que ce soit encore beaucoup lié à Internet. Et donc c'est ça ce que j'appelais trollicide. C'est-à-dire qu'Internet produit par son mode de fonctionnement des gens qui ont une certaine tendance à arriver dans ces eaux-là. La majorité des gens arrivent soit à lecteurs évolués, soit à commentateurs évolués. Les gens qui deviennent animateurs d'un réseau d'auteurs sont quand même des gens relativement rares. Mais les deux étapes clés et intéressantes là-dedans, qui sont commentateurs et lecteurs, sont des choses relativement fréquentes. Basiquement, qui parmi vous a l'habitude de commenter de manière constructive et en débattant, soit sur un forum, soit sur un blog, soit sur IRC, soit sur un média quelconque? Voilà, la quantité est déjà beaucoup plus élevée que les gens qui ont eu des papiers publiés dans la presse. Donc Internet tend à produire ces choses-là. Et ça, ce sont des gens qui ont un rôle social assez intéressant, ce sont des gens qui savent débattre. Quand on parle de démocratie, c'est utile les gens qui savent débattre. Alors, voilà, ça j'ai bien noté, hein, vous noterez, il y a mes notes de travail qui disent qu'il faut que je contrôle. Eh bien, je ne l'ai pas fait, parce que je n'ai pas croisé d'accès Internet depuis tout à l'heure. Donc dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il y a un article qui n'était pas mis en œuvre avant Internet et qui l'est depuis, qui est l'article 11, c'est celui qui définit la liberté d'expression. Il y a un autre article qui était très mal mis en œuvre, et alors pour le coup j'ai oublié le numéro, je dirais que c'est aux alentours du 14 ou du 15. C'est celui qui dit que tout citoyen peut demander compte à un agent public de son administration. Vous avez oublié qu'il y avait ça dans vos droits imprescriptibles, inaliénables et tout. Vous avez le droit de demander compte à n'importe quel agent public de son administration. C'est-à-dire que vous pouvez demander à vos politiques ce qu'ils ont fait, avec votre argent, mais ça c'est la question qui vient immédiatement à l'esprit. Mais c'est pas que ça. C'est tiens, pourquoi est-ce que cette administration-là tourne pas? Pourquoi les permis de construire c'est le bordel? Pourquoi dans la préfecture tous les services fonctionnent et sont capables de délivrer des papiers en moins de 24 heures, sauf celui qui délivre les papiers pour les immigrés? C'est tout des questions qui sont pas des questions de l'ordre de comment on veut organiser la société. C'est vous pouvez demander à l'administration qui tourne en votre nom pourquoi elle tourne ou pas de telle ou telle manière, et vous pouvez demander compte là-dessus. Ça n'avait quasiment pas de sens avant Internet, ces deux articles-là. La liberté d'expression, pour une raison très simple, seuls les gens qui pouvaient publier, donc basiquement seuls les journalistes, avaient accès à cette liberté d'expression, et vous étiez prié de vous sentir représenté par l'un ou l'autre journaliste. Le deuxième élément, c'est la même chose. La presse pouvait exercer un certain contrôle sur les politiques et décider de dévoiler telle ou telle affaire posant problème. L'expérience de ces 50 dernières années en démocratie tend à montrer que des fois la presse le fait et que des fois elle ne le fait pas. Et selon des critères qui ne sont pas forcément simples. J'ai pas envie de passer trop de temps sur cet item-là, mais il y a pour ceux à qui le mot ne dira rien, je vous recommande de le rechercher, ce qu'on appelle du crowdsourcing. C'est-à-dire le fait de faire une tâche par la foule. Si vous, tout seul, vous voulez chercher dans un document de 6000 pages combien de fois apparaît un nom, ça vous prend un temps délirant. Si vous avez 2000 copains avec qui le faire, chacun va chercher dans 3 pages. Ça prend un temps ridicule. Éplucher des données publiques, à partir du moment où on est nombreux à le faire et où on crée quelques outils, ça peut être monstrueusement efficace. Il y a des gens qui bossent là-dessus, je pense tous les gens qui bossent autour des questions d'open data et d'open gov. Regard citoyen, ça doit être le bon mot-clé à taper dans Google si vous ne savez pas retrouver le site web. On devient capable de demander des comptes aux gens qui administrent l'État en notre nom.
Ça, ce sont deux des libertés qui existaient déjà en démocratie et qui ne pouvaient pas être mises en œuvre avant Internet. Et donc qu'Internet rend techniquement pratique. Donc ça, ce sont des exemples de choses qu'on a déjà mis en œuvre, mais qui relèvent de la révision, parce que je veux dire, on est quand même en train d'essayer de parler d'un truc. Ce sont des libertés qui ont été définies en 1789, et dont je viens quand même de vous dire que c'est plus de 2 siècles après, 220 ans plus tard, qu'on commence à les mettre en œuvre. On n'a rien inventé avec ça. Ce dont je suis sûr, c'est qu'Internet, par les modifications qu'il apporte sur la société, va forcément apporter des modifications dans la notion même et dans la compréhension des libertés fondamentales que nous avons. Mais ça demande de la voyance. Et en voyance, je suis très mauvais. Je n'ai pas fait les bonnes études. Je peux vous donner des éléments d'histoire. Les idées politiques fortes qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme, qui sont les fondements basiquement de la Révolution française, qui sont les fondements de la démocratie américaine, qui sont les fondements d'à peu près toutes les démocraties occidentales, ont émergé en Europe basiquement, essentiellement à cause de l'apparition de l'imprimerie qui a permis la diffusion du savoir et de la connaissance. Ça, c'est 1445. Et on considère que ça s'est à peu près figé, c'est-à-dire que les sujets sont convenablement bornés depuis à peu près 1789. Et on voit bien, on peut citer après quelques noms si on a envie de situer, mais les humanistes, les premiers humanistes, c'est-à-dire l'époque de Geoffroy Tory et de Rabelais, c'est 1500 quelque chose, donc c'est très peu de temps après l'invention de l'imprimerie. Les travaux sur les questions politiques, typiquement Voltaire, c'est début 18e, donc c'est 1700 quelque chose. 1700 pas beaucoup. Les travaux sur les structures politiques, sur la séparation des pouvoirs, etc., donc Montesquieu & Co., c'est le milieu du 18e, c'est 1750, 1760, des choses comme ça. Certains travaux un peu avant, certains travaux un peu après. 1789, Révolution française. Donc on peut constater qu'il a fallu à peu près 3 siècles, basiquement, pour que de l'invention de l'imprimerie, on ait une modification très lente à cause de la vitesse de diffusion de cette invention du tissu social, qui s'est traduit par une meilleure compréhension de ce qu'étaient les rapports entre les hommes, la société, le pouvoir, etc., et qui a permis basiquement de comprendre et de mettre en avant des résultats qui ont été à peu près admis partout. C'est-à-dire que les libertés définies par la Déclaration des droits de l'homme en France, les autres pays, certains sont arrivés au même résultat en nous copiant, d'autres ils sont arrivés tout seuls sans copier. De la même manière, Internet, ça ne date que de 1970. À la toute fin des années 60, au début des années 70, Internet, c'était un rat de laboratoire qui raccordait, quand il était vraiment tout petit, 4 ordinateurs, et quand il était un petit peu plus grand, quelques dizaines dans tous les États-Unis. Il ne pouvait pas avoir un effet révolutionnaire sur le monde en raccordant quelques dizaines d'ordinateurs dans des universités. Il était encore trop petit pour avoir cet effet-là. La vraie explosion, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens se mettent à utiliser Internet, correspond au début des années 90. C'est au début des années 90 qu'on voit massivement des gens devenir internautes. Si je reprends ma définition de tout à l'heure. C'est-à-dire des gens commençaient à suivre ce parcours-là, commençaient à utiliser le machin, lire, s'en servir pour poster leurs bêtises, puis apprendre à débattre, puis progresser, puis apprendre à s'exprimer en public, etc. Ce qu'on a vu au début des années 2000, c'est l'arrivée massive des kikoulol. C'est-à-dire qu'il est arrivé une quantité invraisemblable de débutants sur Internet, trop pour que les anciens puissent les former, et donc qui ont tous commencé à l'étape, ou bien acheteurs, ça vous le reconnaissez facilement, c'est celui qui a acheté son Internet, et que donc c'est son Internet, on le lui doit, et c'est prié de marcher comme il a envie. Ça, je peux vous assurer qu'au début des années 2000, des comme ça, j'en ai vu des pelletés. Et puis, le classique kikoulol que tout le monde connaît, que tant que c'est rigolo, il clique, ça installe des virus, ça abîme sa machine, ça, il s'en fout. C'était rigolo, il a cliqué. Modèle très classique.
En général, ça disparaît un petit peu. Donc on peut légitimement soupçonner que dans les années qui viennent, Internet, là, sur en fait les 10 ou 20 ans, selon la lecture qu'on en a, de diffusion du réseau, a déjà produit un effet politique. Il a déjà produit un effet politique fort en re-rendant possible la liberté d'expression, en re-rendant possible le contrôle de l'État par les citoyens, en réouvrant un certain nombre de pistes qui sont des pistes qui avaient déjà été ouvertes par les grands anciens. Il est fort probable que les modifications qu'Internet apporte sur la société et sur la compréhension qu'on en a fassent émerger des variétés nouvelles de liberté. Et je suis bien incapable de vous dire lesquelles. Ne vous inquiétez pas, dès qu'on les aura trouvées, on vous le dira. On voit émerger au moins des principes pour le moment, dont certains que j'évoquerai dans les minutes qui viennent. Mais pour le moment, on est en train de bien réviser ce qu'on avait appris il y a 200 ans. Et il y a de grandes chances qu'on se remette à progresser juste derrière. Maintenant qu'on a le nouvel outil, on vient de changer de classe, on a révisé les trucs de la classe d'avant, on va commencer à attaquer sérieusement. Et il y a des chances pour qu'on voit émerger des éléments de structure démocratique probablement centrés sur le réseau. Bien, dans les quelques pistes de choses qui peuvent correspondre à des modifications, je ne parle pas forcément de politique quand je parle démocratie ou quand je parle structure sociale. Ce n'est pas nécessairement politique. C'est politique au sens de la vie en commun, ce n'est pas forcément politicien. Internet offre un modèle d'architecture de quelque chose qui est acentré, d'une architecture qui est redondante, qui est résiliente. C'est-à-dire que quand on en ampute un bout, ça continue à marcher quel que soit le bout qu'on a amputé. Si vous regardez bien, ça ne marche pas chez l'être humain, ça. Il y a plein de bouts qu'on peut amputer, ça continue à marcher. Puis il y a certains morceaux, il ne faut pas les enlever. Et qui est bizarrement sous-optimal. C'est-à-dire qu'on pourrait produire le même effet avec moins de moyens, on pourrait transporter autant de données avec moins de tuyaux, mais qui est pourtant la solution la plus efficace. Puisque si on transportait autant de données avec moins de tuyaux, on aurait une solution qui ne serait plus ni résistante ni résiliente. C'est-à-dire qu'on obtiendrait quelque chose d'extrêmement fragile où il suffit de taper dans un coin et tout s'effondre. Et si vous regardez, il y a à l'heure actuelle dans le monde énormément de très grosses architectures qui sont d'une envergure similaire à celle d'Internet et qui s'effondrent tous les 4 matins. Alors j'ai pris quelques exemples au pif. Le réseau électrique en est un très drôle. Le dernier blackout aux États-Unis, c'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, où ils ont perdu toute la côte Est. Pouf, plus d'électricité. Pourquoi ? Parce que le réseau était trop fragile. Il n'était pas assez redondant, pas assez résilient. Il était construit de manière extrêmement centralisée. Il a suffi qu'il pète à un endroit et pof, toute la côte Est s'est éteinte. Obtenir un réseau électrique qui soit basé sur une architecture plus voisine de celle d'Internet, c'est-à-dire plein de petites cellules qui produisent un petit peu d'électricité et qui se l'échangent en fonction des besoins, c'est quelque chose que les Américains appellent le smart grid, et auquel beaucoup de gens réfléchissent en ce moment, qui sera un moyen beaucoup plus efficace de transporter l'électricité, sous-optimal. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous demandez à un polytechnicien de vous faire l'équation complète du truc, ça a l'air d'être sous-optimal. Ce serait mieux d'avoir une belle cathédrale avec un point central qui produit tout et qui transporte, etc. Mais c'est plus efficace, puisque quel que soit ce que vous éteignez, l'ensemble continue à fonctionner. On peut penser au transport aérien. Ça, c'est un exemple que m'ont soufflé les gens que j'ai été voir en Suède hier. Ils ont quand même rappelé qu'il suffisait d'un volcan qui fait prout pour qu'il n'y ait plus d'avions pendant 15 jours. Et pourquoi est-ce qu'un volcan, ça supprime tous les avions pendant 15 jours ? Parce qu'on n'a que des avions à réaction. Si on avait des avions à hélice, eux, ils pourraient voler. C'est-à-dire que si on n'avait pas un seul modèle de transport aérien, d'accord, on perdrait tous les avions à réaction pendant le moment où le volcan n'est pas content. Mais avec les quelques avions à hélice restants, on pourrait continuer à voler. Amusant comme grille de lecture. Si on n'avait pas un seul modèle de transport aérien, ça ne s'éteindrait pas de manière complète en si peu de temps. Puis le monde financier, c'est quand même un bel exemple d'un machin qui explose tout seul.
qui est bien parfaitement instable et qui est bien complètement centralisé. Donc je me dis qu'en cherchant un peu, on doit pouvoir probablement trouver des bouts d'architecture qui aideraient ces gens-là à faire des choses plus solides. C'est pas mon sujet du jour. Hein. Mais voilà, ça c'est des pistes de choses dont je suis convaincu qu'Internet va apporter des bribes de solutions. Et comme j'ai pas envie de me lancer dans les trolls avec les gens dans la salle qui connaissent le sujet mieux que moi, je sais qu'il y a des travaux sur ces voies-là. Je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent sur la notion de monnaie, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent sur la définition de création de masse monétaire. Enfin voilà, je sais qu'il y a des travaux sur tous ces sujets-là et qui sont des travaux qui réfléchissent, en fait, quand on regarde ça de manière un peu macroscopique, toujours à regarder comment on peut créer ça de manière accentrée et locale en créant de la redondance et de la résilience. Ils n'y ont en général pas pensé en se disant « tiens, je vais faire de l'argent comme on fait Internet ». Mais au final, quand on regarde, c'est bien les mêmes types de structures. Bien. Une fois qu'on a vu les liens qu'il y avait entre Internet et démocratie, on va pouvoir s'intéresser à quelques dangers, c'est-à-dire à quelques petites choses qui menacent ces avancées démocratiques liées au réseau. Je tiens quand même en introduction à vous dire que je suis intimement convaincu que ces dangers sont plutôt mineurs. Exactement comme quand la presse à imprimer est apparue, il y a eu immédiatement les opposants de tout poil, les moines copistes qui ne voulaient pas qu'on leur pique leur business, les politiques qui ne voulaient pas qu'on parle d'eux par écrit dans des livres, l'Église qui ne voulait pas du progrès scientifique qui remettait en cause les vérités absolues expliquées dans la Sainte Bible, etc., etc. Il y avait une certaine forme d'opposition à l'imprimerie, et malgré cette opposition, en à peine 4 siècles et demi, on est passé de l'invention de l'imprimerie à la liberté de la presse. Donc je me dis qu'en normalement un tout petit peu moins que 4 siècles et demi, on devrait passer de l'invention d'Internet à une espèce de société libre qui correspond à une version évoluée de la démocratie du XVIIIe siècle. Peut-être un tout petit peu moins de 4 siècles. Bien. Dans les dangers, il y a cette question de la culture qui est toujours intéressante. Alors pour ceux qui n'ont pas repéré, on va dire du mal des marchands de musique, des marchands de films et de la loi Hadopi. Bien. Tout support d'échange est substrat de culture. Il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de la culture. Soit vous en prenez une définition extrêmement moderne qui dit que si c'est en vente à la FNAC, c'est de la culture. Et donc, comme j'y ai trouvé des cahiers blancs et des stylos, voilà, un cahier, c'est de la culture. Soit vous en prenez une définition un petit peu plus ancienne, et en fait, on appelle culture la référence commune que partage un groupe d'êtres humains et qui lui permet de communiquer. Si nous pouvons communiquer, c'est parce que nous parlons la même langue. Si nous parlons la même langue, c'est parce que nous avons la même culture. Si quand je dis un mulot, vous comprenez que c'est une souris, et pour les plus cultivés d'entre vous, vous comprenez que c'est une référence à un sketch des Guignols de l'info, c'est bien que nous avons des références culturelles en commun. La culture, ce sont ces références-là. La culture, c'est pas forcément des trucs compliqués. Ça peut être des références compliquées, savantes et intelligentes. Je sais pas, si vous aussi vous avez lu Rabelais, on peut disserter sur ce que raconte Gargantua ou ce que raconte Pantagruel. Pas le sujet. Ce qui s'appelle culture, ce sont ces éléments communs. C'est-à-dire la culture, ce sont ces éléments communs. Par définition, à partir du moment où vous avez un moyen de faire communiquer des êtres humains ensemble, ils vont créer une culture. Ils vont créer un vocabulaire, ils vont créer des références. Basiquement, tout à l'heure, quand je disais un kikoulol, il y a 20 ans, j'aurais sorti ce mot-là à mes parents, aucune chance qu'ils sachent ce que c'est. Aucune. Aujourd'hui, ils commencent à avoir vaguement entreaperçu des choses qui se racontent sur MSN par leurs petits-enfants ou par leurs enfants, et donc ils arrivent à se dire que tiens, peut-être, effectivement, ça doit faire référence à ça. Donc on commence à avoir ces éléments de culture commune qui apparaissent. Donc un élément échangeable, un élément qui s'échange est par définition un élément culturel, réciproquement, un élément culturel est par définition un élément qui s'échange. La conséquence de la guerre que nous font tous les gens marchands de culture, c'est s'ils gagnent, imaginons qu'ils y arrivent, on ne s'échange plus
de musique ni de film qui soit basiquement sous copyright. Dans un monde où on peut échanger de la vidéo facilement, où on peut donc faire passer ses idées d'une personne à l'autre en disant « Tiens, regarde, telle scène de tel film, ça me rappelle le prof ce matin, c'est trop marrant ». En supposant qu'on ne fasse pas passer ça par les scènes des films que ces gens-là vendent, on va le faire passer par autre chose. Je ne sais pas par quoi, mais on le fera forcément passer par quelque chose. Il y aura bien une culture commune qui s'établira. Si techniquement il n'est pas possible que ce soit la culture issue de l'industrie du divertissement, ce sera autre chose. Ce sera des vidéos qu'on a trouvées gratuitement sur Internet et qu'on a le droit de diffuser. Ce sera de la musique qu'on a trouvée ailleurs que chez un marchand de musique. C'est-à-dire que la conséquence immédiate de tout ça, quelle valeur a un film dont vous ne pouvez pas parler? Iriez-vous au cinéma voir un film dont vous ne pourriez pas discuter après? Je veux dire, hormis si vraiment l'actrice a des gros seins, je veux dire, hormis quelques cas très précis où on revient quand même sur la question du porn, iriez-vous voir un film que vous ne pouvez pas raconter et dont vous ne pouvez pas parler? Or, de nos jours, si vous parlez de quelque chose sur Internet, vous n'allez pas faire une dissertation par écrit à la machine à écrire comme en 1930. Vous allez le raconter avec des images, vous allez le raconter avec des bouts de vidéo, vous allez le raconter avec des bouts de bande-son, avec des montages rigolos. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne vous sert à rien. Quelle valeur a ce film s'il n'est pas une référence commune? Iriez-vous vous emmerder à vous enfermer pour 10 € dans une salle obscure à regarder quelque chose qui n'est pas une référence commune? Qui est un film qui fait référence à plein d'éléments qui ne vous parlent pas parce que vous n'avez pas vu les films d'avant, et que de toute façon vous pourrez raconter à personne, donc qui pour vous ne sera pas un élément de communication utile. Si ces gens-là arrivent à faire en sorte qu'on ne puisse plus s'échanger leur contenu, alors leur contenu n'a plus de valeur. Le contenu de l'industrie du divertissement n'a de valeur que parce que nous l'échangeons. Parce que nous l'échangeons, alors il a de la valeur. Parce qu'on fredonne la même chanson, parce qu'on cite les paroles de la même chanson, parce qu'on cite les mêmes bouts de films, parce que quand je vous dis les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, vous êtes nombreux à voir de quel film je parle. C'est pour tout ça que ces contenus ont une valeur. Donc la conséquence immédiate de la guerre qu'ils nous livrent, c'est que si l'industrie du divertissement gagne et arrive à faire en sorte qu'on ne puisse plus échanger ses contenus, elle en sera la première victime. Les contenus qu'elle possède n'auront plus de valeur. La seule valeur réside dans l'échange que nous pouvons en faire. Donc il y a plein de questions derrière qui sont des questions utiles et intéressantes sur comment on fait pour rémunérer les créateurs, sur comment on fait pour essayer de calmer la tristesse des actionnaires de Vivendi qui vont perdre de l'argent. Il y a plein de questions utiles et intéressantes dedans. Mais il y a une réponse dont je suis certain, c'est qu'on continuera à avoir de la culture même si c'est sans ces gens-là. Donc je ne suis pas inquiet. La disparition de la création et la disparition de la culture, c'est juste pas possible. Donc il y aura forcément une création culturelle. La grande question, c'est de savoir s'il y aura une création culturelle faite par nos marchands de rondelles en plastique ou faite autrement. Et il est à souhaiter pour eux que nous continuions pendant longtemps à échanger leur contenu gratuitement entre nous. Et donc à donner de la valeur à ces contenus. Un autre élément clé dans les dangers contre ces avancées apportées par Internet, c'est la question de la neutralité du réseau. Alors, je vous ai mis un résumé clair des épisodes précédents. Orange veut taxer Google pour monétiser ses eyeballs. Qui a compris la phrase? Bien. Alors, Orange veut taxer Google. Jusque-là, je pense que tout le monde voit. Bien, monétiser, alors ça c'est transformer quelque chose en argent. Vous voyez, quand la Banque de France prend du papier, met de l'encre dessus, on peut dire qu'elle monétise le papier. Hein, et donc sur le web, on dit qu'on monétise les visiteurs. C'est-à-dire que vous allez voir un site web et plaf, vous êtes devenu 1 €.
C'est eyeballs, le mot intéressant. Vous êtes certain que vous avez acheté un accès à Internet à votre fournisseur d'accès à Internet. Et que donc, étant client chez un fournisseur d'accès à Internet, il vous doit un service que vous avez acheté. Eh bien, c'est triste à vous apprendre, c'est pas vrai. Vous lui avez offert, contre une somme d'argent finalement relativement modique, du temps de cerveau disponible. Et il aimerait vendre ce temps de cerveau disponible. Et il est un point de passage obligé. Parce que quand vous allez passer 2 heures par jour sur votre ordinateur, que ce soit pour regarder YouTube, Facebook, YouPorn, n'importe quoi, vos 2 heures par jour passées sur Internet, c'est forcément au travers de lui. Puisque en général, les gens n'ont qu'un seul fournisseur d'accès à Internet à la maison. Vous êtes donc 2 yeux, c'est ça les fameux eyeballs que les cléricains mettent partout, face à un ordinateur, et où pour vous joindre, quelqu'un qui veut vendre du contenu ne peut vous joindre que via votre FAI. Il est un point de passage obligatoire. Donc il est un lieu idéal pour poser un péage. Exemple type, quand vous regardez des vidéos sur YouTube, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas installé AdBlock, je vous livre un scoop, il y a de la publicité. Souvent je l'oublie si je mets AdBlock, mais il y a de la publicité. Et c'est comme ça que vit YouTube. C'est-à-dire YouTube gagne sa vie avec la publicité affichée. Si votre fournisseur d'accès à Internet décide qu'il ne laisse pas ses abonnés aller chez YouTube, il va se passer quoi? On pourrait se dire que les abonnés vont changer de fournisseur d'accès à Internet. Ben non. Ça ne se produit pas. L'accès à YouTube depuis Orange est monstrueusement merdique depuis 18 mois. Il y a toujours à peu près 50% des internautes de France qui sont abonnés chez Orange. C'est très surprenant. Ils sont simplement tous arrivés à la conclusion que YouTube, ça rame. Puis du coup, à chaque fois qu'ils se retrouvent sur un autre accès, ils font « Ah tiens, non, ça marche bien chez toi ». C'est rigolo. Et donc l'idée est de dire que les gros fournisseurs d'accès se disent je veux 15% des revenus des fournisseurs de services, basiquement. Puisque je suis en position de monopole, pas en monopole en tant que le seul fournisseur d'accès Internet de France. En monopole dans le sens où, toi, marchand de contenu, tu ne peux pas accéder au temps de cerveau disponible de mes clients sans passer par moi. Je crée donc un monopole local, je crée un marché captif qui n'est joignable que à travers moi. Et ils espèrent, via ce mécanisme, grosso modo, piquer 5, 10, 15, 20% des revenus des gens qui font des services. Bien. C'est une bataille commerciale qui est en train de se livrer aux États-Unis, en Europe, devant le Parlement français ces temps-ci, devant la Commission européenne il y a peu. Voilà, c'est vraiment une guerre tout à fait d'actualité. Je sais pas. Je sais pas, le débit est correct vers partout ailleurs sur Internet. Donc, soit ils ont un demeuré qui s'occupe de ce lien-là, il faut qu'ils le mutent ailleurs, soit ils ont fait exprès. Mais laisser un demeuré en poste, c'est une variété de le faire exprès. Donc, non, je pense que c'est plus ou moins fait exprès. En fait, ça c'est le problème commercial qui, moi, m'intéresse assez peu. Il se trouve que ce problème commercial a des conséquences sur une question centrale qui est la neutralité du réseau, qui elle est une question qui m'intéresse beaucoup plus.